au Pakistan, on pense que même si l'origine de l'hépatite C est toujours difficile à trouver, puisque comme c'est une maladie qui peut rester silencieuse pendant de nombreuses années, au moment où on la découvre, c'est toujours très difficile d'aller réfléchir à 20 ans avant, qu'est-ce qu'on a eu comme risque pour contracter l'hépatite C. Bonjour, bienvenue sur FP92, je suis Saadat, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce nouveau format d'émission Parole d'experts. Parole d'experts où nous allons parler avec des experts pour comprendre leur domaine d'activité. Aujourd'hui, nous allons parler de santé et donc j'ai le plaisir de me retrouver avec le docteur Johan Cayol. Docteur Johan Cayol qui est spécialisé dans les maladies infectieuses et spécialisé dans les hépatites et le VIH. Bonjour, docteur Cayol. Bonjour, monsieur Saadat. Est-ce que vous voulez vous présenter? Merci, je l'avais déjà bien présenté, mais alors je peux rajouter que je travaille dans le service de santé publique et de maladies infectieuses du CHU Avicenne, Jean Verdier, René Muret. Je pense que beaucoup de personnes connaissent l'hôpital Avicenne, donc qui est regroupé maintenant, et c'est un hôpital universitaire. Alors, aujourd'hui, on va parler d'hépatite. Et donc, tout simplement, la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer, de façon de termes très simples, qu'est-ce que c'est que l'hépatite? Très bien. Alors, l'hépatite est un ensemble de maladies qui va toucher le foie et qui va donner une inflammation du foie. Donc, en médecine, c'est assez simple. Toutes les mots qui se terminent par « it » désignent une inflammation. Et donc, l'hépatite, c'est une inflammation du foie. Et donc, cette inflammation du foie peut être provoquée par plusieurs causes. Et une des causes sont les hépatites virales. Donc, ce sont un ensemble de virus qui peuvent donner une inflammation du foie. Et donc, c'est de ça qu'on va parler notamment aujourd'hui. D'accord. On entend beaucoup parler d'hépatite A, B, C, D, jusqu'à E. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond exactement? Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a énormément de virus qui peuvent donner lieu à cette inflammation du foie. Donc, on a ces hépatites virales. Et parmi les hépatites virales, il y a une famille d'hépatites virales qui sont les hépatites A, B, C, D, comme vous dites, E. Et à côté de ces hépatites virales avec ces lettres de l'alphabet, il y a également d'autres types d'hépatites virales qui sont liées par exemple à l'herpès ou au cytomégalovirus. Donc tout ça, ce sont des hépatites virales. Mais nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont les hépatites virales qui commencent par donc A, B, C, D, E, F, voilà, ça va jusqu'à G. D'accord. Et quand on dit hépatite donc de A à E, voilà. Vous pouvez nous dire à quoi ça correspond exactement? Bien sûr. Alors, ce sont des dénominations tout à fait dans l'ordre en fait de découverte, mais ensuite, on a des modes de transmission qui sont différentes d'une hépatite à l'autre parmi cette catégorie d'hépatite ABCDE. Voilà. Et on a par exemple, donc le mode d'expression de la maladie va être à peu près similaire sur la phase aiguë de la maladie. Mais ensuite, il y a certaines hépatites, donc par exemple A et E, qui ne sont quasiment jamais chroniques. Et par contre, on a les hépatites B, C, D, qui ont le risque de devenir des hépatites chroniques et ensuite qui peuvent conduire à une cirrhose d'origine virale. D'accord. Quand vous dites cirrhose, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que la cirrhose? Parce que moi, la définition que j'ai, c'est lié à l'alcool. Mais là, vous parlez d'hépatite. Est-ce qu'on peut faire... Donc, effectivement, la cirrhose est une entité... alors, c'est une définition normalement plutôt anatomopathologique, mais on pourrait simplifier et dire que ça correspond à une perturbation du foie. Le foie est abîmé, le foie durcit sous l'effet de, par exemple, ces virus qui vont se multiplier de manière chronique dans le foie, et le foie va durcir et va perdre ses fonctions principales, qui sont, par exemple, le métabolisme des médicaments, la fabrication de certaines protéines, dont des protéines de la coagulation. Et donc, parmi l'ensemble des cirrhoses, on peut schématiquement diviser les causes des cirrhoses en 40% d'origine ingestion d'alcool chronique, 40% autres qui sont liés aux virus hépatotropes, donc les virus qui peuvent abîmer le foie, et 20 autres pourcents qui sont plutôt des origines autres, un peu plus rares. Mais donc il y a autant de cirrhoses d'origine alcoolique que de cirrhoses d'origine virale. Donc ça, c'est important à savoir. Donc lié à l'hépatite.
Exactement, liées à l'hépatite virale. L'hépatite virale. Exactement. Si on revient sur les types d'hépatite, donc il y a l'hépatite A, B, est-ce que vous pouvez me dire, on entend souvent parler de l'hépatite B et de l'hépatite C. Est-ce qu'on Exactement. peut les définir et les différencier? Tout à fait. Donc, on entend souvent parler des hépatites B et C, puisque ce sont les principaux virus responsables des hépatites chroniques, des hépatites virales chroniques. Donc, on a l'hépatite B, on a le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C et le virus de l'hépatite D, dont on entend un peu moins parler, et qui est un agent qui co-infecte uniquement en cas de présence du virus de l'hépatite B. Donc, si une personne a déjà une infection chronique par l'hépatite B, seulement dans ce cas-là, il peut être contaminé par le virus de l'hépatite D. Et seulement si. Donc, c'est vrai que schématiquement, on peut dire qu'il y a l'hépatite chronique B, l'hépatite chronique C. Et entre ces deux formes d'hépatite, la principale différence, c'est qu'il y a une des deux virus qui est prévenable, qu'on peut prévenir par la vaccination. Donc, il existe une vaccination qu'on offre très rapidement après la naissance et qui fait qu'on ne peut plus être contaminé par le virus de l'hépatite B, tandis que pour l'hépatite C, il n'y a pas de prévention possible vaccinale pour le moment. Mais il y a d'autres types de prévention dont on pourra parler tout à l'heure. D'accord, ok. Quand vous parlez des autres hépatites, l'hépatite A, comment est-ce qu'on les distingue? Parce que l'hépatite, de ce que moi j'ai pu comprendre, il y a l'hépatite A et l'hépatite E qui rentrent dans la même catégorie, et les autres. Comment est-ce qu'on les différencie? Donc l'hépatite A et E sont deux virus qui se transmettent par voie ce qu'on appelle féco-orale. Donc c'est plutôt un manque d'hygiène au moment de l'alimentation. Donc il peut y avoir une contamination par exemple de l'eau de boisson par les virus de l'hépatite A ou E. Et au moment de l'ingestion de cette eau contaminée, l'humain est contaminé et donc les virus vont provoquer des infections aiguës. Alors, ces infections peuvent être asymptomatiques, mais il y a quand même une infection, ou une infection symptomatique, et là, on ressent des symptômes. Mais ce sont des pathologies qui sont aiguës. Et donc, au bout de quelques semaines, la personne guérit. Il peut y avoir de temps en temps des formes graves, mais dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, la guérison est la règle sans séquelles. Alors que les hépatites B, C, D ont cette particularité que, au-delà de provoquer parfois des formes aiguës, c'est la forme chronique qui peut survenir et qui peut abîmer le foie de manière très insidieuse sur de longues années, jusqu'à aboutir peut-être au bout de 20 ans à de la cirrhose du foie. Et comment est-ce qu'on attrape du coup B, C et D? Alors B, C, D, contrairement donc aux formes aux hépatites virales A et E, les formes B, C, D sont transmises par les fluides corporels. C'est-à-dire que c'est par exemple par transmission sanguine. Donc si on a des procédures qui sont non standardisées sur le plan hygiène, par exemple on fait une prise de sang sur une personne qui est contaminée par le virus de l'hépatite B et qu'on ne prend pas le soin de changer l'aiguille ou la seringue pour faire une deuxième prise de sang sur une autre personne qui n'a pas l'hépatite B, en réutilisant le même matériel, on peut transmettre le virus de l'hépatite B ou le virus de l'hépatite C qui va rester dans le matériel de prélèvement et qui peut être transmis donc à une autre personne. Donc c'est sanguin. Donc c'est sanguin et ça peut être également de transmission sexuelle, surtout pour le virus de l'hépatite B. D'accord. Et ça peut être transmis également au moment de l'accouchement. D'accord. Ou via l'allaitement. Ça, c'est pour l'hépatite B. Et voilà. Donc, transmission par les fluides corporels et essentiellement sanguines. Donc, si une mère est enceinte, qu'elle attrape l'hépatite, qu'elle a l'hépatite B, l'enfant peut l'avoir aussi. Exactement. Et il y a de grosses chances où... Alors, on a des moyens maintenant de prévention très, très avancés. Dès qu'on fait un dépistage de toutes les femmes enceintes et dès qu'elles sont dépistées, on va évaluer en fonction du degré de réplication du virus comment va se dérouler l'accouchement et on peut prévenir maintenant à 100% la transmission à l'enfant. D'accord. Alors,
On a entendu comme quoi la communauté pakistanaise était celle qui était l'une des plus atteintes Mm. par l'hépatite. Mm. Pourquoi? C. Ouais, exactement. L'hépatite C, Donc, d'accord. en effet, c'est la fréquence. Si on prend 100 personnes, par exemple, au hasard dans la population au Pakistan, dans la population adulte, on va retrouver on va retrouver à peu près 5 à 6 personnes qui sont infectées par D'accord. l'hépatite C dans la population adulte qu'on va prendre au hasard. Et c'est vrai que pour nous, dans l'absolu, c'est une fréquence assez élevée. Et donc, c'est la deuxième fréquence élevée après la population d'Égypte. D'accord. Donc, chaque pays a des caractéristiques particulières. Donc, par exemple, en Égypte, on sait qu'il y a eu une utilisation de traitement, d'injection pour une maladie, pour guérir d'une maladie qui s'appelle la bilharziose, qui est un traitement lié à un parasite, la bilharziose urinaire. D'accord. Et donc, c'était un traitement qui a été utilisé sans précaution à l'époque, donc sans nécessairement changer, sans utiliser de précautions d'hygiène D'accord. d'un patient à l'autre. Donc, c'est comme ça que l'épidémie a vraiment été artificiellement créée. Ça, c'est pour l'Égypte. Mais au Pakistan, c'est pas la cause. Au Pakistan, on pense que même si l'origine de l'hépatite C est toujours difficile à trouver, puisque comme c'est une maladie qui peut rester silencieuse pendant de nombreuses années, au moment où on la découvre, c'est toujours très difficile d'aller réfléchir à 20 ans avant qu'est-ce qu'on a eu comme risque pour contracter l'hépatite C. Mais de manière générale, on pense qu'il y a une responsabilité des traitements, des injections thérapeutiques D'accord. qui sont utilisées au Pakistan de manière beaucoup plus fréquente qu'en Europe, par exemple, pour traiter des symptômes bénins comme la fièvre, les maux de tête. Les personnes préfèrent recevoir une injection parce qu'il y a Plutôt une qu'un croyance sur une meilleure efficacité des injections. Et ces injections, si elles ne sont pas faites dans des conditions de stérilité et de non-réutilisation du matériel d'injection, peut justement constituer des chaînes de transmission entre les personnes. Donc ça, c'est une des causes possibles. D'accord. Voilà. Et j'avais entendu comme quoi si on allait aussi chez le coiffeur, on pouvait aussi attraper l'hépatite s'il ne changeait pas le Voilà. rasoir. Alors, ça aussi, ce sont des études ce sont des preuves qui sont très difficiles à apporter, mais il y a toujours un risque théorique, puisque dès qu'il y a du sang, puisque c'est une contamination par voie sanguine, une des modalités de transmission, dès qu'il y a un peu de sang, donc si par exemple avec le rasoir on se coupe, si la personne se coupe et qu'on utilise la même rasoir pour raser une autre personne et que l'autre personne également se blesse, là il peut y avoir un contact de sang à sang et donc introduction de virus dans l'organisme. Donc la principale raison qui est mise en avant, c'est les injections qui sont faites dans les hôpitaux. C'est ça. D'accord, ok. Alors ça, c'est dans environ 70% des cas. Alors ça dépend des études, il y a beaucoup d'études qui ont D'accord. été faites au Pakistan. Donc ce qu'on a retrouvé, c'est dans 70% des cas, possiblement ces injections. Mais il y a également les injections de drogue intraveineuses qui peuvent être à l'origine, mais toujours avec le même mécanisme, donc de non-utilisation de matériel stérile à usage unique. Et donc si on utilisait du matériel à usage unique, ça permettrait de faire disparaître ce risque. D'accord. Après, il peut y avoir, par exemple, des soins dentaires qui seraient effectués avec, de nouveau, du matériel non stérile ou non à usage unique, dont les procédures de stérilisation ne sont pas bien faites entre chaque patient. Donc partager par exemple son rasoir avec une personne atteinte de l'hépatite C, ça peut avoir ce risque de Oui, la tout à fait. Il y a toujours ce risque. Donc, effectivement, il faut toujours avoir son matériel de rasage. Alors, pour les tatouages, c'est la même chose. Si, par exemple, on va se faire tatouer ou faire des piercings, il faut absolument s'assurer que le matériel qui est utilisé par le professionnel soit à usage unique. D'accord. Et pour revenir aux symptômes, quels sont les symptômes auxquels on doit faire attention? Alors, toujours pour l'hépatite C. Pour l'hépatite C, bien Pour sûr. l'hépatite C. Donc, les symptômes, alors, les hépatites C aiguës sont relativement rares. Donc, si on prend 100 personnes qui sont contaminées par le virus de l'hépatite C, il y a uniquement 10 personnes. Donc, c'est 10% des personnes qui vont avoir une forme aiguë,
ou symptomatique, c'est-à-dire qui va se manifester avec, donc ça, on appelle ça soit jaunisse dans le vocabulaire plutôt courant. Dans le vocabulaire médical, ça s'appelle ictère, donc c'est un jaunissement en fait de la peau ou des parties blanches, hein, des conjonctives. Donc ça peut être un premier signe. Il peut y avoir également un peu de fièvre, de la fatigue générale, des courbatures, donc plutôt des signes assez peu spécifiques, à part donc l'ictère ou la jaunisse. Ça, c'est la phase aiguë. Par contre, sur la phase chronique, et c'est là la difficulté que nous avons à diagnostiquer et à faire prendre conscience aux personnes qui ne savent pas qu'elles sont infectées, qu'elles ont cette infection, c'est que la phase chronique, au début jusqu'à la cirrhose, est totalement asymptomatique. C'est-à-dire que les personnes n'ont aucun symptôme, elles vivent normalement, jusqu'à ce que, si elles ne sont pas dépistées, jusqu'à ce que le virus petit à petit, en se multipliant, va abîmer le foie jusqu'à conduire à une cirrhose. Et par contre, au moment de la cirrhose, là, il va y avoir des complications de la cirrhose, mais qui sont liées à un mauvais fonctionnement du foie. Donc peut-être que le diagnostic sera fait au moment de la cirrhose. Et là, en cherchant la cause de la cirrhose, on va trouver l'hépatite C. Comment savoir qu'une personne a l'hépatite C? Quels sont les tests? Alors c'est très simple. Donc il y a deux types de tests. Il y a un premier type de test qui sont des prises de sang, ou avec l'aide ça s'appelle une sérologie pour l'hépatite C. On regarde si on a été en contact avec le virus de l'hépatite C. Et à partir du moment où on a été une fois en contact, le corps développe des anticorps contre le virus de l'hépatite C. Donc le fait d'avoir une sérologie positive va nous donner une indication que on a déjà été en contact une première fois avec l'hépatite C. Alors, parfois, il y a des cas de guérison spontanée. Donc, on ne peut pas savoir, juste avec une sérologie, si c'est une personne qui est actuellement infectée, asymptomatique, mais avec un virus qui se multiplie, ou qui a guéri spontanément, ou qui a fait une hépatite aiguë guérie, ou qui a même été traité pour une hépatite C et guéri. Parce que dans toutes ces situations, la sérologie sera toujours positive. Donc, à partir du moment où une sérologie est positive, elle reste positive à vie. Donc ensuite, c'est important, à partir du moment où la sérologie est positive, on va faire d'autres investigations pour voir si c'est une hépatite guérie, si elle a été traitée, si elle est en cours et si l'infection est très grave, etc. Donc ça, c'est une première possibilité. Et maintenant, on a également des tests rapides qui ne nécessitent pas de prise de sang, puisqu'une prise de sang, il faut aller dans un laboratoire d'analyse biologique, il faut aller à l'hôpital. Donc, on peut proposer des tests beaucoup plus simples d'utilisation qui se font comme pour les diabétiques, par exemple, qui testent leur taux de glycémie au bout du doigt, juste une goutte de sang. Hein, donc, c'est un test capillaire. Mais c'est extrêmement fiable. Et avec une petite bandelette réactive, en 15 minutes, on peut avoir le résultat positif ou pas. Mais c'est toujours la sérologie, c'est toujours est-ce qu'il y a des anticorps ou pas. Mais ce test-là nécessite d'être confirmé au laboratoire. Mais c'est vrai que c'est une méthode qu'on utilise beaucoup hors les murs, c'est-à-dire pour aller faire de la sensibilisation des personnes qui ne vont pas habituellement chez le médecin. Mais dans les deux cas, c'est de la recherche d'anticorps. Exactement. D'accord, ok. Et ensuite, on complète par d'autres tests, notamment la recherche de la quantification du virus. Voilà, ça, c'est des choses un peu plus... Ça, c'est en deuxième temps, du coup. Exactement. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette maladie? Et quels sont les gestes pratiques à mettre en place? Alors, pour l'hépatite C, je dirais que, évidemment, ça dépend du pays où on est. Hein. Il y a des pays où on peut aller et on sait, par exemple, que les précautions standards d'hygiène lors des soins médicaux, les soins dentaires ne sont pas nécessairement appliqués. Donc là, ça veut dire qu'il faut faire attention soi-même, à poser des questions sur le matériel d'extraction dentaire, s'il faut faire une extraction dentaire, est-ce qu'il est stérilisé, il vient d'où, etc. Donc poser des questions, regarder. Et de manière générale, c'est éviter, si par exemple il y a un accident avec du sang, ou éviter dans tous les cas le contact direct de sa peau ou des muqueuses avec le sang. Mais ça, je dirais que c'est une précaution universelle standard.
Après, c'est faire le dépistage. Mhm. C'est aussi avoir, parce que dans de très rares cas, il peut quand même y avoir une transmission, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que c'est pas le mode principal, mais il peut y avoir une transmission de l'hépatite C par voie sexuelle lors des relations sexuelles, mais c'est plutôt pour des relations homosexuelles. D'accord. Donc c'est pas la voie majoritaire, mais il faut quand même en parler. Donc ça veut dire aussi avoir des relations sexuelles protégées. Protégé. D'accord, ok. Et évidemment, si une personne consomme des drogues par voie injectable, c'est aussi utiliser du matériel injectable. Bon, évidemment, en plus de tout ce qui est prévention des risques et réduction des risques. Et puis, bah, tout ce qui va impliquer le rasage, brossage de dents, donc tout ce qui peut faire que on peut être en contact avec le sang de quelqu'un d'autre. Ok. Éliminer D'accord. ces situations. Voilà. Et finalement, quelle que soit la personne qui est en face, c'est-à-dire que on ne connaît jamais le statut sérologique Oui. de la personne personne, avec d'accord. qui on est en contact. Donc, évidemment, sauf probablement les personnes intimes. Ouais. Mais voilà. Est-ce que l'hépatite C, c'est une maladie à laquelle on peut guérir complètement à 100%? Alors justement, ça c'est une très bonne question puisque c'est relativement récent que maintenant nous avons des traitements antiviraux qui sont extrêmement efficaces et on a un taux de guérison de 99% avec les nouveaux traitements qui sont des combinaisons d'antiviraux. Avant, c'est vrai qu'il y a une représentation d'une maladie qui est extrêmement difficile à guérir et D'accord. dont en plus les traitements étaient très lourds à mettre en œuvre puisque c'était des injections hebdomadaires avec des comprimés à prendre sur 2 ans, 1 an et demi, 1 an et qui provoquaient beaucoup d'effets secondaires. Donc il y avait beaucoup d'abandon de traitement. Et malgré ça, donc un traitement extrêmement lourd et en plus avec un taux d'efficacité qui était entre 40 et 70% grand maximum. D'accord. Qui dépendait des types de Donc là, virus. on est à 99%. Et sur des traitements donc, qui se prennent à 3 mois. Alors, après, ça dépend toujours si on a une cirrhose. Il y a toujours des cas particuliers, mais en règle générale, on est à 3 mois de traitement. Voilà, D'accord. un traitement qui se prend tous les jours, mais qui a très peu d'effets secondaires D'accord. et dont l'efficacité est vraiment très très élevée. Et donc on Et est avec guéri un traitement d'éradication. Hein. d'éradication. Voilà. Parce que j'avais entendu qu'il y avait des hépatites qui pouvaient dormir très longtemps dans le corps et même à vie. Est-ce qu'on Voilà. peut en parler là? Ouais. Alors ça justement, il y a plusieurs cas de figure. Donc avec les traitements précédents de l'hépatite C, donc qui étaient basés sur des injections d'interféron et de ribavirine. Donc ça, en fonction des types, des sous-types d'hépatite C, il pouvait y avoir ce qu'on appelle des rechutes. D'accord. Et c'est ça qui était surveillé de manière à vie. Mais quand on dit rechute, c'est parce qu'en fait, c'était le virus qui il n'y avait pas eu de succès virologique. On n'était pas parvenu à éradiquer. Donc, on était parvenu peut-être à réduire la quantité de virus, mais qui restait quand même dans le foie et qui, au bout d'un moment, se réveillait et reprenait le dessus et se multipliait. Donc, ça, c'est une première chose pour l'hépatite C. Mais ce problème n'existe plus avec les nouveaux traitements. Donc, ça, clairement, il faut dire que actuellement, le traitement, il ne faut absolument pas en avoir peur. C'est un traitement extrêmement bien toléré et qui est extrêmement efficace. Par contre, cette notion de virus dormant, entre guillemets, peut s'observer avec l'hépatite B. Et ça, c'est encore une autre c'est un peu plus compliqué, l'hépatite B, que l'hépatite C. D'accord. On peut en parler après si vous voulez. Généralement, la communauté pakistanaise est plus touchée par l'hépatite C. L'hépatite C. Exactement. Ceux qui sont nés en France, on a ce qui est mis en place, un carnet de santé. Ceux qui arrivent du Pakistan ou de l'étranger, est-ce qu'ils ont un système de ce genre qui leur est mis en place? Quand on est adulte, on a du coup le carnet de vaccin. Est-ce qu'ils ont quelque chose de ce genre mis en place pour les accompagner? Alors justement, à l'arrivée en France, alors là, on vient de rééditer des recommandations pour les primo-arrivants. D'accord. Donc une série d'examens à faire et une série de vaccinations à faire en rattrapage pour les personnes en fonction des résultats des tests. Mais il arrive qu'on n'ait pas du tout d'histoire vaccinale
pour plusieurs personnes parce qu'elles n'ont jamais eu de carnet de vaccin de leur vie. Peut-être qu'ils ont eu des vaccinations pendant l'enfance dans le cadre d'un programme élargi de vaccination, mais on ne sait pas. Dans ce cas-là, on fait des sérologies, donc il est fortement recommandé que toutes les personnes qui arrivent en France voient un médecin pour pouvoir faire ce bilan d'arrivée et qui va ensuite pouvoir permettre de cibler quelle vaccination il faudrait faire en rattrapage, dont celui de l'hépatite B. Ils ont accès à ce... D'accord, ok. C'est mis en place? En fait, on a plusieurs modalités pour les personnes qui arrivent en fonction des types de couverture maladie auxquels ils ont accès. Par exemple, l'aide médicale d'État, pour le moment, qui est encore active, alors même s'il y a des menaces qui pèsent sur l'aide médicale d'État, sur le plan budgétaire, pour le moment, donc toute personne qui est en France depuis plus de 3 mois a accès à l'aide médicale d'État, et avec ça, il peut consulter n'importe quel médecin qui lui prescrira les examens nécessaires. Et sinon, il y a énormément d'associations médicales de santé qui font également ces examens de prévention et de dépistage. Donc il y a une vraie recommandation pour toute personne qui arrive en France de faire tous ces dépistages pour faire un check-up, pour faire vraiment un bilan de santé. Et tout ça est gratuit du coup et mis en place gratuitement. Alors c'est pris en charge par soit la sécurité sociale, soit par ce budget spécial AME, soit ça peut être pris en charge au niveau des PASS, donc, qui sont les permanences d'accès aux soins de santé, qui se situent au niveau des hôpitaux, ou certains centres de santé ont également des passes ambulatoires. D'accord, ok. Les campagnes de sensibilisation que vous avez mis en place pour la communauté pakistanaise, est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr. Vous avez mis en place un site internet? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un travail de longue haleine qu'on a voulu vraiment développer avec les personnes concernées. D'accord. Parce que à force de voir dans notre service de maladies infectieuses des personnes primo-arrivantes du Pakistan qui avaient justement ces représentations, des croyances erronées sur l'hépatite C ou sur les hépatites en général. Donc il y avait une confusion de genre entre les hépatites A, B, C. Donc ils pensent... Beaucoup de personnes pensent que l'hépatite C se contracte par l'eau et que du coup en France il n'y a aucun risque. Enfin voilà, il y avait beaucoup de fausses croyances. Et ils étaient également... donc on voyait qu'il y avait une attente d'un outil pour mieux comprendre la maladie, l'accès aux soins, l'accès à la prévention, l'accès au traitement, et qui soit dans un vocabulaire adapté à eux, voilà, à la communauté, et qui ne soit pas justement du jargon médical extrêmement technique. Donc c'est pour ça qu'on a développé, on a travaillé vraiment avec les personnes concernées pour écrire des scripts, pour les faire valider en termes de compréhension, en termes de fluidité. Et ensuite, on a, pareil, en fonction de leur choix, qui était que beaucoup de personnes ne savent pas nécessairement lire, même l'ourdou. Donc, on a choisi ce format de courtes vidéos. Donc, elles sont en français et pas encore en anglais, mais surtout en ourdou, pour que toute personne qui recherche l'information et qui n'a pas, soit pas envie ou soit qui ne peut pas lire, puisse écouter l'information. Le site s'appelle Moussafir? Oui, exactement. C'est juste Moussafir? Oui, c'est moussafir-santé.info. Moussafir-santé.info. Voilà. D'accord, on mettra le lien en description. Et du coup, le site est en ourdou aussi? Il est en ourdou aussi. Et ça, c'est vraiment un travail qui a été fait avec des personnes de la communauté. Et ça a été un travail très long puisqu'il a fallu vraiment trouver du vocabulaire assez technique, mais pas trop non plus pour que la compréhension soit bonne. Avec des mots qui n'existaient pas nécessairement en ourdou. Donc il a fallu vraiment aller chercher la correspondance. Et ensuite, toutes les scripts qu'on avait écrits en français ont été tournés en ourdou par une... Ça fait combien de temps du coup que ce site a été lancé? Ça fait 1 an, on est en septembre, oui, ça fait 1 an, un peu plus, 1 an et demi. Du coup, vous travaillez beaucoup avec la communauté pakistanaise. Quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien? Alors, évidemment, nous, quand on a créé, si on peut parler juste sur la création du site, c'est vrai que, évidemment, quand on travaille avec des personnes dont on ne partage pas la langue,
Oui. C'est toujours difficile, hein, parce que même quand il y a un interprète, en fonction de la qualité de l'interprétariat, on peut avoir des malentendus. D'accord. Il y a également beaucoup de tabous dans la communauté pakistanaise, qui ne sont pas propres nécessairement à la société pakistanaise, mais des tabous qui peuvent être liés à la religion, à la Bien culture, sûr. notamment autour de la sexualité, autour de l'usage des drogues, autour de la santé mentale. Parce que de fil en aiguille, on est parti de l'hépatite C, mais le site Moussafir, donc, qui veut dire voyageur, Oui. si je comprends bien, puisque les patients avec lesquels on a travaillé avaient vraiment eu une trajectoire migratoire très compliquée qui pouvait avoir aussi un impact sur la santé mentale. D'accord. Donc de fait, on a également développé des vidéos et des explications sur la santé mentale. On voyait bien que c'était aussi quelque chose de très tabou. D'accord, ok. Donc je dirais que c'est ça, c'est travailler avec la communauté en ayant conscience de ces tabous, mais tout en trouvant voilà, des moyens voilà, de les dépasser. D'accord. Quelles sont les prochaines actions que vous allez mettre en place pour la communauté? J'ai entendu que ce serait dans le festival du Pakistan. Oui, tout à fait. Oui, on est ravis d'avoir pu intégrer le festival cette année. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait fait des actions de sensibilisation, de dépistage au sein d'une mosquée en partenariat avec l'association Minhaj Minhaj Al-Quran, Al-Quran, ouais. voilà. Et ça s'était très bien passé. Il y avait eu vraiment une grande affluence des personnes qui souhaitaient justement faire ce bilan, ce check-up. Et on a eu justement quelques cas d'hépatite C, mais également d'hépatite B, qu'on a pu ensuite réorienter vers différents services. Et c'est vrai que maintenant, ça sera bien de continuer ce mouvement vers aussi en élargissant à la communauté pakistanaise tout cela. Parce que là, c'est vrai que c'était essentiellement des hommes, D'accord. puisque c'était cette communauté-là qu'on ciblait. Mais là, c'est vrai qu'on peut très bien ne pas connaître une sérologie hépatite C positive, même en étant en France depuis 10 ans. Si on n'a jamais fait le test, on ne peut pas savoir. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on aimerait promouvoir cette sensibilisation. Hein, donc Qu'est-ce que vous mettez en place du coup le 29 pour le festival? on va C'est prévu, on quoi. va promouvoir l'existence de ce site internet, puisque les gens puissent s'informer en toute liberté dans la langue de leur choix. Et on peut également proposer, alors on sera là aussi nous pour compléter avec des informations médicales, on est toute une équipe de médecins, d'infirmiers. Donc à la fois, on sera également rejoint par une équipe de Barcelone Oui, d'accord. qui développe également un programme avec la communauté pakistanaise là-bas. D'accord. Et donc, on va travailler en partenariat pour faire cette sensibilisation. Et également, ce qu'on aimerait, un autre défi dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'il nous manque des relais communautaires D'accord. parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux en tant que communauté médicale ou paramédicale pour pouvoir relayer ces informations. Donc, on a fait le site, on peut faire quelques actions de sensibilisation, dépistage. Mais au-delà de ça, si on pouvait avoir aussi des agents de santé communautaires ou des leaders communautaires qui s'engagent aussi dans ce relais d'information auprès de la communauté et notamment auprès des personnes les plus éloignées des systèmes et qui n'ont pas nécessairement accès facilement à ces informations. D'accord. Donc, Donc les relais communautaires sont des personnes qui sont en charge de prendre les informations par vous et de les donner à la communauté. exactement. C'est bien. C'est D'accord, ça. ok. Et vraiment de les rendre beaucoup plus... de surmonter justement cette peur qu'il peut y avoir à aller faire le dépistage, d'être confronté à un résultat, un mauvais résultat dans leur... Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière? On peut mettre en place le traitement. Voilà, tout ce circuit peut se mettre en place. Mais c'est vrai que souvent les gens ont peur Ouais. des résultats et n'osent pas faire C'est normal. ce premier pas. Ouais. Et vous parliez des personnes qui vont venir d'Espagne. En Espagne, ils sont mieux organisés qu'en France au niveau communauté pakistanaise sur la prévention. Alors, en tout cas, j'ai été très agréablement surprise parce que c'est une rencontre dans un lieu professionnel et c'est vrai que eux, ils ont cette ancienneté, hein, ça fait 10-15 ans qu'ils ont D'accord. développé. Alors, au départ, c'était pas la communauté pakistanaise, au départ, c'était, je pense, Sénégal.
puis Chine. Donc en fait, ils ont maintenant ce programme avec plusieurs communautés différentes, avec un grand soutien du gouvernement fédéral D'accord, ok. catalan, qui est très conscient justement des défis dans différentes communautés, qui sont différentes d'une communauté à l'autre. Mais c'est vrai que cette approche communautaire n'est pas forcément encore très développée en France. D'accord. Voilà, pour des raisons aussi de république, enfin de valeurs républicaines Bien sûr, ouais. qui font que, voilà. Ouais. Et du coup, quand on parle, on va faire une petite parenthèse sur les autres communautés atteintes par cette hépatite. On a parlé du coup au début de la communauté pakistanaise, on a parlé des Égyptiens. Il y a d'autres des communautés qui sont atteintes par cette maladie? Alors, on Vous avez parlé de la a. Chine. Alors, par exemple, en Asie, du Sud-Est, Chine, Vietnam, Cambodge, c'est davantage l'hépatite B. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on pas peut la même aussi faire des campagnes ciblées hépatite B. Et là, c'est vrai que c'est pas que c'est plus facile, mais on a également la vaccination à offrir. D'accord. Donc ça, c'est du coup une autre organisation. Mais là, ce qu'on avait fait l'année dernière, parce que là, on propose le dépistage, quand on le propose B et C. Ok. Voilà, en expliquant évidemment la différence, ce qui permet aussi de rattraper certaines personnes si elles ne sont pas vaccinées contre l'hépatite B. Donc, on prescrit un certain nombre de tests pour vérifier qu'elles n'ont pas été vaccinées auparavant. D'accord. Et ensuite, on peut prescrire une vaccination qui va ensuite les protéger à vie. Juste une parenthèse comme ça, on va conclure. On n'en a pas parlé. Les personnes qui habitent en France et qui partent à l'étranger. Récemment, je suis parti à l'étranger et on m'a conseillé, quand je suis arrivé à l'étranger, que j'aurais dû faire le vaccin à mes enfants. Le vaccin de l'hépatite. L'hépatite A. Hépatite A. Probablement, ouais. D'accord. J'imagine que l'hépatite B sont vaccinés s'ils sont nés en France. Oui, exactement. Voilà. Mais oui. Et donc ça, c'est une information aussi qui est pas communiquée, parce que moi, du coup, je suis arrivé là-bas et on m'a donné cette information-là. Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte avant de voyager en dehors de l'Europe, ou forcément, ou même en Europe, il faut faire attention? Alors, en Europe, il y a très peu de risques. D'accord. Voilà. Mais effectivement, pour l'Afrique pour tout le reste, c'est vrai qu'on conseille, alors hormis le Japon, mais on conseille de manière générale l'hépatite A, en sachant que la vaccination contre l'hépatite A, en sachant que il y a probablement plusieurs attitudes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des médecins qui considèrent que l'hépatite A, en effet, quand ce sont les enfants qui la contractent, le risque d'hépatite fulminante, parce que le risque de l'hépatite A n'est pas vraiment la maladie en elle-même qui peut être assez légère, et puis il n'y a pas de passage à la forme chronique. Par contre, le risque, c'est l'hépatite fulminante qui survient à 1 cas sur 1000 et qui va nécessiter la transplantation hépatique. Donc c'est archi grave. D'accord. Mais c'est extrêmement rare et ce risque augmente avec l'âge. Donc il y a certains médecins qui probablement considèrent que les enfants n'ont pas forcément à être vaccinés puisqu'ils peuvent acquérir naturellement l'infection puis être ensuite protégés à vie. Oui. Mais le risque, et on a eu des cas, alors ça je sors un petit peu du sujet, on a eu des cas d'importation d'hépatite A justement via des enfants qui sont partis sans être vaccinés et qui ont contracté l'hépatite A au Maroc ou ailleurs, qui reviennent et qui sont du coup contaminants pour leur entourage. Et il y a eu des cas de transmission et de décès dans leur famille en France parce que l'enfant a voyagé, est revenu malade avec l'hépatite A, qu'il a transmis à son grand-père, sa grand-mère, qui, elle, n'avait jamais été vaccinée, n'avait jamais voyagé, et qui a contracté l'hépatite. Donc, c'est vrai que de manière générale, c'est bien de faire ce vaccin avant de partir dans les pays, donc hors Europe, Japon, hors États-Unis. Mais donc, ça veut dire aussi qu'il faut passer en consultation des voyages. Donc, il y a des consultations des voyages qui sont dédiées pour les départs dans ce type de pays. Je vous remercie beaucoup, Dr Joanne Cailleul. C'est un plaisir d'avoir toutes ces informations. Est-ce que vous voulez donner un mot de la fin à la caméra? Eh bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là avec la communauté pakistanaise.
Donc j'espère que vous pourrez vous-même regarder le site internet si vous avez besoin de plus d'informations et venir nous visiter également sur le stand au Mêlée du Au 29 Bella. Mêla, pardon. Du Bella, le festival du Mêla, Pakistan. voilà, le 29 29 septembre. Voilà, nous vous accueillerons avec plaisir. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Je vous invite tous à aller sur le site moussafir-santé.info pour avoir les informations. On se retrouve au Mela où vous pourrez faire les dépistages. À très bientôt.